Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur le thème « Comment changer l'image des garages ». En fait, c'est une émission 2 en 1 car on parlera bien sûr de l'image des garages, mais également des outils et concepts qui permettent donc aux professionnels de mieux travailler et d'être mieux considérés, car vous le verrez dans un instant, c'est vraiment nécessaire. Je vous présente nos invités. On commence par Yannick Savina, donc autodistribution. Vous êtes directeur marketing et communication. À vos côtés, Éric Bataille, le président de DrivePad. DrivePad.fr, donc site avec une toute nouvelle ergonomie, on en parlera dans un instant. Benoît Bollinet, directeur de Maha France. Vous êtes dans les équipements, on pourra se demander ce que vous faites là, mais vous avez un concept très intéressant de réception active, on en parlera dans un instant. À ma droite, nous avons Bruno Tiffin pour ID Garage. En un mot, ID Garage, vous avez un micro devant vous, c'est quoi ? Non, vous avez un micro devant vous, c'était pas une blague, hein, c'est pour parler dedans. Merci. ID Garage, c'est le premier comparateur d'offres de garage. On colle bien au micro comme ça. Premier comparateur d'offres de garage en France. Ça s'adresse à des garages de tous horizons, agents, garages indépendants avec enseigne ou sans enseigne. Et on fait donc, on propose à l'automobiliste de choisir en fonction de son numéro d'immatriculation sa prestation automobile. Et il a la possibilité de sélectionner parmi ces garages de tous les horizons. Et donc, on est dans un système dans lequel on a à peu près 1800 adhérents. On va en avoir 2000 à la fin de l'année. On pense en avoir 4000 en 2016. L'objectif pour tous ces adhérents, c'est de jouer la transparence aussi bien au niveau de l'offre que des avis. Qui sont chez nous traités avec beaucoup de minutie pour garantir une qualité d'avis absolue vis-à-vis des automobilistes. Alors, regardez le micro, parce que vous allez en avoir besoin tout de suite, mais je voudrais quand même vous présenter Bertrand Racoteau qui est avec nous, donc de Détroit Intelligence, consultant à la plume émérite, qui a toujours plein d'avis sur plein de choses très différentes, donc c'est pour ça qu'on l'invite, car on a toujours quelqu'un pour commenter, donc c'est parfait. Alors, Monsieur Tiffin, ID Garage a fait une étude sur justement l'image des réparateurs. Et finalement, eh bien, c'est pas si fameux. Les Français, finalement, ils ont quand même un certain nombre de griefs contre les réparateurs. Effectivement, on a fait une étude avec l'IFOP. C'est une étude qui a été faite sur des utilisateurs Internet. Ça couvre à peu près 1006 utilisateurs sur toute la France. Et la question, c'était de bien comprendre comment est la perception des automobilistes par rapport aux garagistes. Le résultat, le facit de l'opération, c'est que, en fait, une grande majorité des automobilistes en France ne font pas confiance dans les garages, mais une énorme majorité d'entre eux, et on parle, je crois, de 75% qui ne font pas confiance et 90% qui font confiance, par contre, dans leur garage. Alors ça, c'est quelque chose qui vous satisfait, messieurs, le fait de savoir que le réparateur de la rue, son voisin, celui qu'on connaît depuis toujours, celui qui est au coin de la rue, lui, par contre, on le croit. Vous en pensez quoi, Éric Bataille ? Oui, ça confirme les chiffres qu'on a sur le marché, puisque 18% des Français seulement changent de garage par an. Donc ça veut dire qu'ils ont une extrême fidélité à leur garage. Ils sont contents de leur garage de manière générale. En fait, c'est l'évolution finalement du contexte du digital qui fait que de nouveaux comportements, de nouveaux besoins apparaissent. Et c'est là où les garages doivent s'adapter par apporter peut-être une réaction plus rapide quand on les appelle, de pouvoir prendre des rendez-vous en ligne, des choses comme ça. Et effectivement, il y a un décalage qui est en train de s'opérer entre les besoins du consommateur qui sont dirigés finalement par ce qui se passe par ailleurs dans l'hôtellerie et la restauration. Et aujourd'hui, l'univers automobile qui est peut-être resté un petit peu trop, on va dire, web to web. Enfin store to store plutôt, et donc du coup passer maintenant vers le web to store. Alors les garagistes en gros égale escroc, sauf celui que je connais qui est mon... Non mais je dis ça, c'est une image naturellement. Sauf celui du coin de ma rue, c'est quelque chose qui vous surprend vous aussi, Bertrand Racoteau ? C'est pas très surprenant parce que aujourd'hui en fait c'est un petit peu comme un médecin, c'est-à-dire qu'on a toujours la même personne qui suit sa voiture, donc on sait qu'au moins on dira pas c'est le précédent qui a fait des carabistouilles sur la voiture. Il y a cette relation-là, il y a une confiance, il y a une relation humaine, et puis il y a aussi une relation de prix, parce que de plus en plus, en fait, aujourd'hui, on peut comparer. On peut s'apercevoir que entretenir sa voiture, c'est de plus en plus cher. Et donc, avec ces augmentations de prix, on commence à demander un petit peu, et le voisin, il fait quoi ? Et donc, il y a ce côté confiance, mais il y a aussi des gens qui sont pris en otage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de garages vers chez eux. Et puis, il y a des gens qui commencent à se tourner vers des solutions moins chères. Donc, en fait, tout ça fait qu'il y a beaucoup de réflexions autour de... Je ne sais pas si vos chiffres confirment, mais il y a beaucoup de changements et d'évolutions autour de tout ça. Yannick Savina. On a globalement, je pense, un enjeu de transmettre bien les valeurs et de faire en sorte que l'image des garagistes soit
positive et soit surtout logique sur toute la chaîne. Le client peut avoir fait une réservation en ligne. Ensuite, il a une expérience, il arrive en atelier. Il faut que l'expérience qu'il a eue en ligne se prolonge en atelier. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre la promesse qu'on lui a faite en atelier, et qu'on lui a faite sur le web, et ce qu'il découvre quand il arrive en atelier. Donc on a vraiment cet enjeu de la communication cross-canal et de faire en sorte que les valeurs qu'on transmette se transforment bien en cross-canal. Alors bon, on dit du bien du garagiste du coin, mais il y a quand même dans cette étude 7 péchés capitaux. Alors on aurait pu en faire un film, enfin d'ailleurs ça a été fait, hein, le film Seven, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors quels sont ces fameux 7 péchés capitaux, Bruno Tiffin, pour les garagistes? L'objectif, effectivement, était d'identifier les écueils, mais aussi d'identifier... Collez bien le micro comme ça, là, ça ira beaucoup mieux. D'identifier... Sur le menton. D'identifier les écueils, mais aussi d'identifier les raisons de la confiance, dont on pourrait parler également. Dans les 7 péchés capitaux, on a, en premier, on a 29% des Français qui disent que la prestation n'a pas été effectuée telle qu'elle avait été définie. On a 39% qui indiquent que dans le passé, ils ont fait l'expérience de dépassement de devis sans être consultés auparavant. 48% parlent de prestations complémentaires non nécessaires. 46% ont des doutes sur la qualité du garagiste. 48% indiquent un retard sur la réception du véhicule. 40% un mauvais accueil. Et 31% font référence à la saleté du garage. Donc ça, c'est le bilan, si vous voulez. Je pense que ça recoupe certains éléments qu'on a entendus par ailleurs. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de s'interroger sur si ça, c'est les raisons pour lesquelles il y a un déficit de confiance vis-à-vis de la profession, quels sont les atouts qui font qu'il y a les recettes pour renouer la confiance sur la base du fait que la majorité des automobilistes font confiance dans leur garage. Et donc ça, c'est un autre aspect qu'on a essayé d'évaluer avec l'IFOP. Et on arrive à un résultat qui met en évidence 3 recettes. Il y a l'honnêteté, j'imagine. Il y a l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est la référence dans les interviews à « il ne pousse pas la consommation ». Et ça, c'est un élément très important. J'ai trouvé très intéressant, par exemple, le spot de Renault que vous avez vu l'année dernière. Vous l'avez sans doute vu à la télévision lorsqu'ils ont lancé leur tablette. Et vous vous rappelez, il y a une scène dans laquelle la personne arrive chez Renault et lui dit « et mes essuie-glaces ?» Et la personne de Est-ce que Renault... je décide ou pas? Et le gars, il tire en arrière comme s'il ne pouvait pas appuyer sur la tablette, c'est ça, hein? C'est ça. Et Renault lui dit « mais monsieur, vous n'aviez pas besoin d'essuie-glaces. » Vous voyez, c'est cette façon de ne pas pousser à la consommation. Alors, numéro 1, honnêteté. Numéro 2, numéro 2, c'est le conseil. Et ça, c'est classique. 13% affirment qu'il s'agit d'un critère de choix important. 50% considèrent que c'est un critère très important. Et le 3e, c'est les recommandations d'autres automobilistes. Bon, le bouche à oreille, hein, en quelque sorte. Le bouche à oreille dans le monde classique et les avis dans le monde digital. Alors, les avis, on va en parler. Peut-être un mot avec vous, Benoît Bollinet. Vous fournissez des équipements de garage. Est-ce que les garagistes sont conscients que finalement, il y a quelques griefs de la part des clients? Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez, par exemple, lorsque vous les visitez? Alors nous en discutons, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience est réelle, mais les garagistes se cherchent encore sur la solution à apporter pour répondre à cette problématique. Ils sont conscients qu'il y a un problème, ils ne savent peut-être pas trop comment y répondre. Ils se cherchent, ils se cherchent. Et on est là pour essayer de leur apporter des solutions, justement, avec le concept de réception active que nous proposons. Donc le principe du concept de réception active répond finalement à ce qui vient de nous être dit précédemment par mon confrère. Le premier objectif de la réception active, c'est de créer de la confiance avec le client, de créer cette relation de confiance, de montrer à la fois qu'on n'est pas là pour survendre les choses, c'est ce que vous venez d'expliquer. On fait le juste nécessaire. On fait le juste nécessaire, mais on le justifie par la machine, par la mesure.
on ne remet pas en cause la compétence technique du garagiste, de l'atelier. Mais à un moment donné, quand c'est la machine qui a dit, quand c'est la machine qui a mesuré, qu'elle a été calibrée, qu'on a une impression, ça devient le Vous juge l'avez de paix. montré sur votre stand, là où on fait rouler une roue, hein, il y a un capteur, et Par hop, exemple. la profondeur de la sculpture est mesurée à la volée. Donc là, on sait que c'est tant de millimètres, c'est objectif. C'est tout à fait ça. Le principe en fait de la réception active, c'est de donner un maximum d'éléments en un minimum de temps. Parce qu'on a cette contrainte de temps, on ne peut pas faire une réception en 45 minutes avec un client, on est obligé toujours d'aller le plus vite possible. Là, vous n'auriez pas beaucoup de clients dans les garages. Ce ne serait pas forcément très rentable, ou il faudrait le facturer très très cher. Donc ce ne serait pas acceptable pour une question de temps, une question d'argent et d'efficacité. Donc l'objectif est vraiment celui-ci. Le concept en fait est un concept modulaire qui s'adresse donc à un public relativement large, parce que chaque client étant différent, chaque histoire est différente. On n'a pas forcément la même place nécessaire, on n'a pas forcément le même budget nécessaire, on n'a pas forcément les mêmes priorités dans son activité. Donc chacun va faire le choix de l'appareil ou des appareils qui lui conviennent le mieux. C'est les solutions que nous proposons. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de la mesure du pneumatique. C'est très concret. Je passe avec mon véhicule, je ne m'arrête pas. C'est même l'utilisateur lui-même qui peut passer sans le savoir sur le produit en rentrant dans l'atelier. Avec une caméra de reconnaissance de plaque, nous savons identifier le véhicule. Donc lorsque le client arrive au guichet, nous savons déjà lui annoncer si ces pneumatiques sont corrects ou pas, ou si une géométrie est nécessaire, par exemple. Alors, on détaillera peut-être d'autres éléments tout à l'heure. Je reviens sur les avis parce que ça, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, on voit que quand on va au restaurant, c'est naturel de rechercher sur TripAdvisor, finalement, quels sont les avis. C'est pareil pour un film. En général, on cherche la critique d'abord avant de perdre du temps. Bon, sur un garage, l'enjeu, c'est aussi le prix quand même. Alors, la notation, ça fait partie justement de ce qu'on trouve sur DrivePad aujourd'hui. Eric Bataille. Ah, tout à fait, parce que, juste avant de répondre sur les avis, je pense qu'il y a un Superman dont on ne parle pas, qui n'a pas de super pouvoir, et ça correspond à ce que vous dites, c'est que c'est le réceptionnaire. Tout est sur lui. Il doit prendre rendez-vous quand il a quelqu'un qui est à l'accueil. Il a rarement une cape en même temps. Le Et en plus, il n'a pas de réceptionnaire, cape. à l'entrée de l'atelier. Mais il a aussi des appels téléphoniques. Il doit expliquer ce qu'il y a à faire sur le véhicule. Il n'a pas le temps. Les gens sont là tous en même temps. Ils sont pressés. Et après, quand il fait la livraison du véhicule, il doit expliquer la facture. Et je pense que ça explique en grande partie pourquoi il y a un déphasage entre finalement un travail qui est bien fait, qui a été fait. On ne sait pas, par exemple, en fait, les particuliers ne savent pas, on ne leur explique pas qu'à un moment donné, le pro est obligé de faire des réparations, sinon il est en responsabilité. Et finalement, le réceptionnaire, il n'a pas le temps de le faire. Et donc, du coup, ça a effectivement un impact sur la perception, donc sur les avis. Et effectivement, les avis aujourd'hui, c'est un enjeu parce que 90% des internautes aujourd'hui regardent des avis avant de se décider. Dans 93% des cas, c'est l'étude qui ont été faites récemment, ils vont se décider en fonction des avis. Alors ça existe dans tous les marchés et ça est en train d'arriver sur l'automobile parce qu'effectivement, à un moment donné, le particulier se pose des questions et c'est normal, hein, et il a le droit de se poser des questions. On ne lui apporte pas aujourd'hui les réponses parce qu'on n'est pas organisé pour ça. Et donc au final, il va regarder en amont, sachant que, et un dernier chiffre, et j'en aurai terminé, 60% des automobilistes internautes vont aller sur Internet faire une recherche avant d'aller dans un garage pour faire un achat. Donc c'est devenu indispensable, incontournable. Est-ce que Bertrand Racoteau, vous avez déjà fait un avis, vous, sur ce genre de site? En tant que consommateur, j'entends. En tout cas, quel regard vous portez là-dessus? Alors, en tant que consommateur, j'ai jamais fait d'avis sur les sites. En revanche, je pratique beaucoup les forums. Et sur les forums, il y a énormément de renseignements, il y a énormément de choses qui prouvent qu'il y a de bonnes solutions qui arrivent, qui sont déjà là depuis un moment. Mais il y a eu, en fait, on est plus dans la réaction, on est plus réactif que proactif. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages à l'image faits à l'image des garagistes. Donc le buzz négatif, il n'y a pas que les avis, il y a aussi les forums qui sont là pour finalement... Oui, il y a énormément de discussions, il y a beaucoup d'échanges en fait entre les personnes et c'est aussi ça qui fait naître un doute. Ce qui veut dire que, alors Monsieur Savinal le disait tout à l'heure, c'est toute la partie en fait amont pour pouvoir s'assurer que quand on va avoir une prestation, ce sera bien celle-là. Mais c'est toute la partie aval aussi. C'est-à-dire toute la partie expérience client, c'est après la réparation. Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que j'ai besoin de revenir? Est-ce que je vais conseiller le garage? Et toute cette partie-là, c'est aujourd'hui une des plus importantes. Alors, on a l'habitude de ça évidemment dans l'univers digital, mais quand on passe dans l'univers réel et physique du garage, il faut aussi qu'on apprenne aux garagistes à gérer ce genre de choses. Et ça, pour l'instant, ils n'en sont pas vraiment conscients. Ils n'en sont pas conscients. On est vraiment dans une logique d'accompagnement de changement, les initier à ce genre de choses. Le buzz négatif, pour eux, c'est un méchant bouche à oreille, mais ils n'ont absolument pas conscience de ce que peut être le buzz négatif sur Internet ou dans des forums.
Donc voilà, il faut leur dire de prendre en considération ça et d'apporter vraiment des réponses. En fait, dans les solutions d'avis client, le droit de réponse est essentiel. C'est absolument impossible de laisser un avis client négatif. Il faut que le comme ça, garagiste prenne la parole et dise bah, voilà pourquoi la prestation a été mal perçue, par exemple. Exactement. Et il faut que ce soit juste, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des avis positifs et des avis négatifs, mais il faut juste qu'on apporte une réponse. C'est absolument dévastateur de laisser des avis sans aucune réponse. Oui. Alors Bruno Tiffin voulait dire une chose, vous avez bien raison, c'est que sur ID Garage, donc quand il y a des notes, ce sont des vrais avis en fait, c'est ça? Oui, en particulier, on a considéré que c'était critique quand on a créé ID Garage de créer une situation de transparence. On pense qu'intervenir sur l'Internet dans une prestation où il y a une réserve de l'automobiliste vis-à-vis du garagiste, il faut absolument rassurer l'automobiliste. Et l'objectif qu'on s'était donné, c'était la comparaison des prix, mais l'autre, c'était les avis. Alors sur les avis, on a pris des précautions extrêmes, dans ce sens qu'on a défini, structuré quel était l'engagement qu'on prenait. Et donc, Et donc, il n'y a pas de filtre, en fait, c'est ça que vous voulez me dire. Et il n'y a pas de filtre non plus, mais c'est aussi structuré en fonction de certains critères, ce qui fait que l'automobiliste réagit non pas seulement de façon unprompted, c'est-à-dire qu'il dit j'aime un peu, beaucoup, pas ça, pas du tout, mais il réagit par rapport à des promesses qu'on lui a faites. Et dans notre cas, c'est vous n'attendrez pas plus de 15 minutes, la voiture sera prête avant 18 heures, à la remise des clés, une information vous sera remise. L'accueil se veut professionnel et personnalisé, le devis est respecté et la prestation est de qualité en laissant l'interprétation de l'automobiliste pour ce qu'il considère comme étant la qualité, que ce soit l'accueil commercial, l'état des lieux du truc. Et vous faisiez référence à un point qui était très important dans notre cas, c'est que quand un avis est émis par un client, il ne nous est pas envoyé, il n'est pas envoyé au garagiste, il est envoyé à une société tierce qui le met sur l'Internet et ça reste. Donc là, on rentre dans la problématique dont parlait M. Savina sur les avis négatifs. Et quand on a lancé le site, on avait une certaine anxiété. Parce qu'on se demandait si on n'allait pas collecter uniquement des avis négatifs. Et en fait, les gens avec qui on a lancé ce site avant Équipe Auto sur Bordeaux, les 30 garagistes de Bordeaux nous ont dit non, on veut le faire, on pense que ça va marcher. Ils avaient raison. Et même si dans certains cas, vous l'avez dit par rapport à un des professionnels en question, oui. S'il a un avis négatif, bon, ça le touche quand même s'il a le sentiment de faire du bon travail, mais c'est comme ça. C'est en fait ce que disait M. Savina est juste, hein, c'est que c'est très émotionnel. Quand un professionnel fait un bon travail, on a sur le site des exemples de très bons avis, et tout d'un coup un avis négatif. Et donc là, on rentre dans la dynamique de comment je réagis par rapport à un avis négatif. Est-ce que c'est un client mauvais coucheur ou est-ce qu'il a raison? Et s'il a raison, il faut que je lui donne raison. Il faut que je lui explique vous avez absolument raison. Donc, la justification est effectivement essentielle. Alors, sur les avis, Éric Bataille, chez vous, filtre, pas filtre, société tierce? Société tierce, oui, bien évidemment, parce qu'on considère qu'il faut qu'on soit aux normes françaises, donc il y a des normes en vigueur. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que nous, depuis qu'on a mis les avis, donc depuis le mi-juin, on a très peu d'avis négatifs, on a beaucoup d'avis positifs, et on ne filtre rien du tout. Par contre, quand on a un avis négatif, on donne la possibilité aux professionnels de répondre, et il faut qu'ils le fassent, c'est ce que vous disiez, M. Tiffin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas être bon tout le temps. Un professionnel, sinon ça se saurait. Voilà, par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, et nous on le conseille à nos garages partenaires, on leur dit, mais surtout dites à vos clients qu'ils mettent un avis. Parce que sinon le risque, effectivement, c'est que ce soit un exutoire et qu'on ne mette que des avis négatifs, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Mais profitez du fait que vous avez des clients qui sont contents et dites-leur de mettre un avis, parce que du coup, cet avis se retrouve effectivement sur Internet. Et en plus, il y a un impact qui n'est pas non négligeable aujourd'hui, c'est que Google référence mieux les garages. Quand vous avez un référencement de garage qui se fait naturellement, d'autant mieux que vous avez des avis qui sont... Plus on publie et plus on a de chance, voilà, effectivement, d'être en tête de liste. Exactement. Et donc nous, aujourd'hui, on a très peu d'avis. On a 15 000 avis qui ont été déposés depuis le lancement. Et on doit avoir peut-être une dizaine, vingtaine d'avis vraiment très négatifs. Et je pense que là, aujourd'hui, effectivement, il y a une pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a une peur au départ, attention, c'est nouveau, je vais m'en prendre plein la tête. Et en fait, non. Donc, il faut être proactif, il faut prendre en main les choses. Le comportement du consommateur a changé, il s'est digitalisé. Maintenant, il n'a pas le temps de donner tout de suite sa satisfaction auprès du garage, donc il faut lui laisser le temps de le faire après, et surtout de l'inciter à le faire. Et dans ce cas-là, on récolte... Par contre, ce qu'il faut, c'est lire les avis, parce que bon, si
si le client, entre guillemets, s'est lâché 2 jours après, il faut quand même que le garagiste fasse l'effort d'aller voir sur le site ce qui se passe. Et si vous avez un ou deux avis, un avis négatif et un qui n'est pas très bon, et vous avez plein d'avis positifs, si vous répondez suite aux avis négatifs, le consommateur qui va lire les avis, pour lui, c'est extrêmement important. Parce au moins, j'ai été entendu. J'ai été entendu, et surtout, c'est que les autres vont considérer qu'effectivement, ok, ça peut arriver. Les consommateurs ne sont pas idiots, quoi. Ils savent que ça peut arriver. Des fois, j'attends chez le médecin et je ne suis pas content et je n'ai pas la possibilité de mettre des avis. Par contre, je suis obligé d'y aller. Donc, ils sont entendus. Il y a un traitement qui s'est opéré, donc du coup, ça vient compenser l'avis négatif par les autres avis qui sont souvent très très positifs. Alors sur ce point, donc, il faut être digital finalement de nos jours. Il faut être digital, mais surtout c'est une opportunité d'être plus humain et plus dans la relation directe avec le client. C'est-à-dire qu'on peut être digital et réagir, c'est-à-dire dire oui, j'ai justifié un peu la chose, mais surtout il faut corriger. C'est-à-dire que comme on n'est pas proactif, mais on est réactif, il faut être aussi dans le correctif. Il faut pouvoir dire au client, il y a ça, la voiture n'est pas terminée ou il y a un problème où vous avez décelé quelque chose, ramenez-moi la voiture et on va prendre en charge. C'est vraiment une opportunité de pouvoir rendre satisfait un client qui ne l'était pas au départ. Alors tout ça, ce sont des opportunités, mais ça prend beaucoup de temps et c'est pas forcément inscrit dans les bases du métier de garagiste qui voit arriver une voiture, il la répare, il la laisse partir. Donc c'est quelque chose, c'est un accompagnement en fait, c'est une transformation du métier de garagiste qui va un peu au-delà de la simple réparation, qui va aller jusqu'à l'accompagnement du client, un peu comme on fait dans le conseil ou dans d'autres métiers. Il faut aller vraiment au-devant de tous les problèmes. Un client satisfait, c'est une règle marketing de base. Il a beaucoup plus de chances de revenir s'il a eu un problème qui a été résolu que s'il n'a pas eu de problème du tout. Alors il y a une chose qui est importante aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les constructeurs mettent en place des portails. Il y a aussi des grands chantiers. Je pensais à My Renault par exemple. Les constructeurs font des choses. Donc pour les réseaux finalement de la rechange indépendante, il faut s'adapter, sinon c'est peut-être la mort assurée. Oui, tout à fait. Donc pour le réseau AD, par exemple, que nous animons avec Autodistribution, donc 1900 garages, 1900 entreprises indépendantes qui sont chacun des entrepreneurs. Donc on a bien sûr un rôle de leur apporter un accompagnement collectif. Il y a les urbains qui comprennent ces enjeux et d'autres réparateurs en territoire plus rural, on va dire, qui ne les ont pas forcément à l'esprit. Oui, ça dépend desquels, mais je ne pense pas qu'on puisse généraliser encore comme ça. On a des très très belles expériences en digital aussi dans des territoires ruraux. Mais tant mieux. Parce que justement les garagistes comprennent que le digital, c'est aussi un service supplémentaire qui est apporté aux clients, le fait de pouvoir prendre rendez-vous, par exemple, le week-end ou en dehors des heures d'ouverture du garage. Et le vrai rendez-vous en ligne. Le vrai rendez-vous en ligne, exactement. Mais on a collectivement, dans le réseau AD, donc la volonté d'aller vers une charte de qualité, de faire en sorte qu'effectivement, l'ensemble de nos garages apportent le même service, le même accueil, le même traitement, entre autres, des avis clients. Donc de monter dans un niveau de charte réseau beaucoup plus qualitative qui va effectivement dans le sens de ce qui existe aujourd'hui chez les réseaux constructeurs. Éric Bataille, tout à l'heure, M. Bollinet a présenté son concept de réception active, donc avec des choses qui peuvent être un petit peu automatisées. Ça va plutôt dans le bon sens, d'après vous? Parce qu'on parlait tout à l'heure du réceptionniste qui était finalement Superman sans sa cape, mais qui finalement fait face à tous les problèmes du monde. Alors oui, bien sûr, ça va dans le bon sens, mais alors moi, je parle souvent du client chamallow. C'est-à-dire que le client, quand il vient contraint parce qu'il doit faire sa révision. Il y a quand même 29% des Français qui décalent leur révision, leur entretien parce qu'ils ont des problèmes budgétaires, etc. Il y en a 42% qui ont une problématique à ce moment-là et dont 24% qui vont du coup chercher à baisser leur prix. Donc il y a un impact aujourd'hui du consommateur par rapport à ça. Et finalement, encore une fois, la réception, c'est un moment clé, mais si on peut soulager la tâche du réceptionnaire et du garagiste de manière générale avant la réception, c'est autant de gagner. Et nous, c'est ce qu'on fait avec DriveSpot, c'est-à-dire que le particulier sait ce qu'il a à faire sur son véhicule parce qu'on lui donne accès au plan d'entretien constructeur, donc il sait qu'il a sa révision à faire, il va savoir ce qu'il a à faire dedans. Éventuellement, il fait une demande de devis, donc il peut avoir le prix, donc s'il a choisi le garage où il va, il sait combien ça va lui coûter. Et finalement, quand on apporte ce client au garagiste, il sait ce qu'il a à faire. Il va peut-être attendre un petit peu. Aujourd'hui, avec le rendez-vous en ligne, il ne va pas attendre puisqu'il peut être... Et si le garage est organisé... Et on parle encore une fois de vrais rendez-vous en ligne parce que Tout à fait. Chez les constructeurs, on peut le faire, mais par contre, c'est traité par des plateformes, si j'ai bien compris. Et en fait, le rendez-vous, on vous le donne pas forcément au moment où on l'attend. Tout à fait. Et donc, du coup, si en plus la réception est organisée de telle sorte que, effectivement, on peut apporter plus de technicité parce que, et c'est ce qu'on voit dans les enquêtes, quand le véhicule arrive, il y a un contrôle qui est fait du véhicule. Chez le R1, il y a souvent une remise en norme qui se fait également avec les calculateurs. On n'en parle pas. Alors aujourd'hui, on est habitué avec iTunes, avec toutes les applications avec des mises à jour. On n'en parle pas. L'automobile est devenue extrêmement technique et on la traite finalement
pour toutes les raisons, et ce n'est pas la faute du garagiste, hein, problème de temps, d'organisation, on la traite comme si c'était un objet de consommation courant. Non, ce n'est pas un objet de consommation courant, il y a de la sécurité derrière, ça coûte cher, il y a des investissements, il y a des techniciens, et on n'en parle pas assez. Et donc du coup, nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter modestement, une information en amont, une organisation, ce qui fait qu'on apporte ce fameux client chamallow au garagiste, et là, il peut faire son travail de réceptionnaire, de technicien, d'expliquer ce qu'il y a à faire. Et après la réception, le client sera d'autant plus content. Alors vous définissez comment? Comme un facilitateur, une plateforme intermédiaire Nous, je pense qu'on est aujourd'hui, on répond à une demande où le digital est devenu incontournable. Le particulier veut savoir, parce que l'entretien coûte cher, ce qu'il aura à faire. Il a besoin de sa voiture, plus en province que dans les grandes villes où il peut finalement s'organiser. Et donc, du coup, son véhicule doit démarrer. Il fait confiance à son réparateur. Et il veut que cette confiance perdure. Et finalement, il le challenge à chaque fois. Sachant qu'il y a un espacement quand même des visites, on le voit bien, c'est 1,25 entrées par an. Et donc, du coup, le garagiste ne traite pas forcément toute la flotte de la famille. Donc, il y a un enjeu aussi à ce niveau-là. Et au final, le garagiste doit s'organiser, arbitrer avec tout ça. Est-ce que je dois baisser mes prix? Est-ce que je dois mettre en concurrence? Comment je traite le client qui arrive? Comment je traite les avis? Ça fait beaucoup de choses. Donc effectivement, nous, on apporte une solution aujourd'hui. On va même plus loin, c'est qu'on lui donne un CRM gratuit et il n'a même plus besoin de rappeler le client puisque finalement, quand nous, le particulier a mis, et c'est ce qu'on propose, le garage en favori, parce qu'il est content, il a mis un avis positif, du coup, quand le particulier sera averti qu'il a sa révision à faire, le garage, lui, sera averti et donc, du coup, il pourra prendre rendez-vous directement. Donc, on lui apporte encore plus de facilitation à ce niveau-là. Bon, vous devenez un petit peu le Google français ou l'iTunes français par rapport au garage, en quelque sorte. Bon, sans les excès qui vont avec, évidemment. Benoît Bollinet, tout à l'heure, on commence à parler de la réception active. Donc l'idée, en fait, c'est quand le véhicule entre en atelier, c'est regarder si effectivement il y a d'autres paramètres qui nécessiteraient une réparation. Comment c'est perçu sur le terrain chez les garagistes, justement? C'est forcément très bien perçu parce qu'en fait, c'est complémentaire à ce qui vient d'être dit. Je ne remets pas en cause le propos de mon voisin, mais on annonce ce qui doit être fait sur le véhicule. On annonce ce qui doit être fait à minima sur le véhicule. On annonce ce qui doit être fait réglementairement ou par rapport à une usure estimée du véhicule. Mais chacun a une conduite différente, chacun a une histoire différente. Et on ne peut pas savoir en avance l'état réel du véhicule au moment où il arrive dans l'atelier. Donc on parle de sécurité, donc ça rejoint exactement notre propos. Si on contrôle mieux le véhicule à l'entrée de l'atelier, on met bien le véhicule en sécurité pour le client final, donc on donne de la confiance vis-à-vis du client final. On a une problématique financière, on en est tout à fait conscient, donc il ne s'agit pas de survendre les choses, mais il s'agit de justifier de la prestation qu'on souhaite proposer, la prestation ou des pièces complémentaires qu'il faut faire par rapport à ce véhicule. Et toujours sur cet aspect économique, ça permet justement d'anticiper les choses. Parce qu'au moment où on fait une mesure à l'entrée de l'atelier, on peut détecter le début d'un souci qui ne nécessite pas directement l'intervention, mais qui permet de l'anticiper en disant « Cher client, nous venons de faire un diagnostic. Peut-être que dans 3 mois, il y aura ça à faire sur le véhicule. Exactement. Nous avons fait le diagnostic et la prochaine visite, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, il faudra envisager le remplacement des pneus, il faudra envisager le remplacement des amortisseurs ou d'un autre organe du véhicule. Donc c'est tout à fait complémentaire. Je sais à l'avance budgétiser les choses, mais en même temps, j'ai un vrai complément de sécurité et j'ai un vrai complément d'information sur la notion tarifaire et budget des choses, parce que ça ne touche pas les gens qui possèdent des flottes professionnelles. Hein. On parle bien des particuliers qui peuvent avoir des difficultés. Juste un petit complément dans l'approche. Pour le garagiste lui-même, pour le professionnel, à un moment donné, quand on veut se différencier, on peut se différencier par la proximité. C'est un vrai atout qu'on a dans le jeu, évidemment. Et le côté humain dont on parlait tout à l'heure. Hein. Le côté humain, le prix, mais aussi par la qualité de la prestation. Alors je ne parle pas de la qualité des travaux, mais le conseil, pour moi, c'est déjà la qualité de la prestation. Et ça commence par là. Donc la différenciation ne doit pas toujours se faire sur le prix, elle peut se faire par d'autres valeurs ajoutées. Alors bien sûr, Bruno Tiffin, quand vous recrutez des adhérents pour ID Garage, honnêteté, conseil, ça fait partie au moins des 2 qualités, j'allais dire cardinales, que vous demandez à ces professionnels. Alors, quand on recrute des adhérents, on met bien en évidence les engagements qu'ils prennent sur le site, sur lesquels ils vont être évalués par ceux qui auront fait une prestation sur le site. Donc nos adhérents, en fait, vous pourriez dire, ils sont un peu présélectionnés parce qu'ils acceptent les règles du jeu. Ils acceptent cette discipline de la transparence. Donc, a priori, pas de mauvaise surprise à l'arrivée. A priori, non. Et je confirme ce que disait M. Bataille, c'est que
On mesure également le Net Promoter Score, qui est la réponse à la question « Recommanderiez-vous ce garage à un ami ?» Et on est content de constater que sur le cumulé, depuis le lancement d'idgarage.com au dernier Equipoto, il y a 2 ans, nous avons atteint un score d'un peu plus de 98%. Donc ça, c'est assez encourageant par rapport à ça. Et donc, on reste sur cette lignée qui consiste à procurer à l'automobiliste le sentiment de transparence, ce bouche à oreille qu'il cherche dans la vie non digitale. On essaie de lui procurer l'équivalent de cela. On est très scrupuleux là-dessus. On pense qu'il faut que ce soit de vrais avis. On pense qu'il ne faut pas que ce soit l'impression que vous avez quand vous allez sur un site pour sélectionner un livre et vous avez des avis clients. J'ai l'impression que ce sont des copains d'éditeurs qui ont passé leur temps le premier avis est rédigé d'une devant façon leur écran. Tellement professionnelle que vous en doutez. Il faut absolument... Et parfois c'est le même d'ailleurs, le même avis 5 fois de suite qu'on peut voir. Exactement. Et donc on est très soucieux de ça. On s'assure que tous les clients qui ont fait une prestation soient sollicités par notre système d'email où on les relance. On est content de constater que 35% d'entre eux répondent à l'appel. Et donc, on a une base sur laquelle nos adhérents peuvent dire qu'avec 3 rendez-vous, ils ont un avis. Et donc, ça, c'est une base sur laquelle on insiste énormément. Alors, on a parlé de digital, on a parlé de CRM, on a parlé de plateforme, d'intermédiation. Donc, le digital, on a compris, c'est important. Mais il y a une chose, vous, qui vous tient à cœur, Bertrand Rakoto, c'est la qualité de la réparation. Et à une heure aujourd'hui où l'électronique, finalement, parfois on change tout d'un coup. Ce que vous recherchez, c'est ce côté, le garagiste qui va essayer de trouver vraiment le moyen de réparer de façon juste le véhicule. C'est là où en fait on a une mutation d'un certain nombre de métiers dans la réparation automobile, où on n'est plus garagiste, on n'est plus technicien, on est changeur de module. Et là, c'est une contrainte financière qui est aujourd'hui de plus en plus dure et qui est forcément un peu subie parce que ça vient aussi de la construction de la voiture elle-même. Mais on n'a plus des kits de pièces pour réparer, par exemple, un module qui arrive et qui est en fin de vie. En fait, c'est peut-être une rondelle ou une vis à l'intérieur. Le garagiste, en fait, la pièce est scellée, il la renvoie, c'est un échange standard. Et pour une rondelle à 30 centimes sur laquelle on aurait pu mettre 4 heures de main d'œuvre, donc quand même ce qui rapporte de l'argent au garagiste en premier lieu, eh bien, on va avoir 1h30 de main d'œuvre juste pour changer un module. Et pour le client final, la contrainte financière est là, puisque plutôt qu'avoir 3 heures de main d'œuvre ou 4 heures de main d'œuvre, il va payer un module complet avec un forfait. Et ça, c'est aujourd'hui une vraie contrainte par rapport en fait, à un système où il y a des voitures à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qu'on va encore réparer un peu à l'ancienne et qui vont durer de plus en plus longtemps, celles-là. Et puis il y a des voitures qui vont être avec des changements de module, et quand la valeur résiduelle sera inférieure au prix du module, on va commencer à avoir des problèmes. Alors, il y a des solutions, il y a des kits qui existent. Je pense que M. Savina va prendre la parole pour en parler un petit peu peut-être. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes par rapport à ça, où on arrive avec des voitures où on se demande si pour une pièce en panne, on va faire réparer la totalité d'une voiture. Oui, c'est tout l'enjeu du véhicule connecté. On a bien entendu 2 enjeux pour un garage. Le premier, c'est d'avoir des outils de diagnostic qui permettent de diagnostiquer la panne de façon sûre pour tout type de véhicule, et notamment pour les composants électroniques les plus complexes. Donc ça, c'est le premier enjeu, qui effectivement est un enjeu financier important pour un garage, parce qu'il doit s'équiper dans ce genre d'outils. Voilà. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr l'accès aussi aux données constructeurs. Donc, puisque les véhicules étant de plus en plus connectés, les constructeurs prennent aussi un malin plaisir, entre guillemets, à faire en sorte que l'accès à ces données soit de plus en plus complexe. Ils vont d'abord privilégier leur réseau en premier lieu, naturellement. Exactement, alors que la rechange indépendante doit pouvoir accéder à ce type de données et doit pouvoir aussi apporter une réponse et réparer les véhicules de plus en plus électroniques et de plus en plus connectés. Bien, on va arriver bientôt à la conclusion. Encore un mot peut-être, Éric Bataille, donc, sur l'évolution du digital. Est-ce qu'à votre avis, cette profession va finalement arriver à se mettre à jour ? Elle a déjà pas mal évolué, je trouve, parce que si on compare par rapport à quelques années et quelques Equipoto précédents, aujourd'hui, le digital fait partie de l'environnement des garages, ne serait-ce qu'effectivement pour l'accès aux outils, la mise à jour des outils, etc. Après, là, l'enjeu va être sur la relation avec le client. Encore une fois, je pense que tout le monde manque de temps. Le client manque de temps aujourd'hui, est habitué aux outils digitaux, l'Internet. Le garage, lui, manque de temps aussi, donc il faut lui faire gagner du temps. Nous, c'est l'enjeu qu'on a avec DriveSpad, de leur apporter du temps pour répondre aux demandes, pour lui préparer son client en amont, pour lui apporter un outil ultra simple, et que finalement, ce réceptionnaire qui est vraiment ce Superman qui, encore une fois, n'a pas ni la cape, donc ni les super pouvoirs, puisse faire vraiment son travail.
Et les réseaux y participent fortement. On voit, tous les réseaux se sont mis à avoir des sites internet, faire des propositions. Voire des applications aussi. Bien sûr, 12% aujourd'hui des applications sont téléchargées, sont des applications automobiles. Donc on voit que ça quand même évolue fortement. Et maintenant, il faut par contre, il y a un travail de pédagogie et aussi d'organisation à faire parce que et là, il n'y a pas de différence entre la Creuse et l'Île-de-France. Vous pouvez avoir un garage en Île-de-France avec des clients CSP+, qui ne sera pas au digital, et puis un garage dans la Creuse qui s'y sera mis parce qu'il n'a pas le choix. Je pense que c'est une appétence, et c'est même pas une question de génération. On voit bien, nous, on a des dirigeants qui ont 55, 65 ans et qui sont digitaux, et puis des plus jeunes qui le sont moins. Donc, par contre, il y a une lame de fond et il faut y aller parce que si on n'y va pas, on va se faire laminer et on n'existera plus parce que si on n'est pas sur Internet, on n'existe pas. Voilà, avec le véhicule connecté, eh bien, le véhicule donnera lui-même les raisons de ses pannes au réseau. Et quand il sera autonome, eh bien, peut-être qu'il ira tout seul à la réception atelier. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur l'image des garages. Merci à tous.